Merci à tous d'être là. Et la bibliothèque a le plaisir, avec les éditions Gallimard et La Machine à lire, de fêter les 80 ans donc, de la collection La Série Noire, qui est une collection emblématique, en tout cas dans le paysage littéraire français. Donc nous avons l'honneur d'accueillir Chantal Pelletier, qui est écrivain, Sébastien Gendron, qui est également écrivain, tous les deux publiés dans cette magnifique collection, et Stéphanie Delestré qui dirige cette collection. Cette soirée va être animée par Olivier Penn, qui est libraire connu et reconnu à la Machine à lire. Je fais juste quelques petits remerciements, tout d'abord à toutes les équipes de la bibliothèque qui ont organisé ce cycle de compagnonnage de 6 mois avec Sébastien Gendron, et plus particulièrement un remerciement à nos partenaires que sont la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Centre national du livre. Et je laisse donc la place maintenant à nos invités pour cet anniversaire. Donc bonsoir, merci d'être là. Donc on a prévu de faire les 3-8 pour parler de tous les numéros un par un. Non, je passe, bon, d'accord. Non, on va essayer d'être... Alors bref, ce sera difficile, en tout cas de ma part. Mais exhaustif, c'est impossible, je pense. Mais en tout cas, de parcourir la collection, ces 80 ans, ces changements. Et comme on a la chance d'avoir à la fois Stéphanie et Sébastien et Chantal, en fait, je me servirai de leur présence dans le catalogue, de leur expérience du catalogue, pour l'éclairer de manière empirique aujourd'hui. Voilà, parce que sinon, c'est vrai que j'ai commencé à prendre quels sont les numéros emblématiques, pourquoi, quels sont les grands auteurs, qu'est-ce qui a marqué. Puis bon, ça pouvait être long et parfois fastidieux. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est quoi qu'il arrive, je pense qu'on peut le dire, une collection extrêmement importante pour nous autres lecteurs, auteurs, et qui a marqué par sa longévité et par sa richesse, par sa diversité aussi. Ça, si je ne réinsiste pas sur la diversité éditoriale de La Série Noire, je le dis au moins une fois, qui a marqué plusieurs générations de lecteurs et d'auteurs, et qui a contribué à façonner le genre du roman noir et du roman policier tel qu'on le lit maintenant. Je pense que il n'y a pas de... Et qui continue d'ailleurs à marquer, à faire évoluer le genre. Je pense que c'est pas lui faire un compliment déplacé que de dire ça. Voilà. Donc l'autre chose, c'est que c'est parmi, on peut le dire, c'est la deuxième collection la plus ancienne, puisque le Masque est toujours là, mais moins varié quand même. Historiquement, il y en a fait le Masque d'abord, c'est 29, Pigasse, ouais. Et puis après il y a La Série Noire en 45, et puis après il y a Fleuve Noir en 48. Voilà, mais qui sont encore actifs. Voilà, bon, et donc il y a les presses de la Cité un peu plus tard aussi. Ouais. Non, presses de la Cité, c'est des années 50. Ça doit être je pense que c'est fin années 50, ouais. Avec les premiers, avec Simenon et McBain, je pense. Je pense que c'est même avant avec Chenet. C'est avec Chenet aussi. Et bon, bref. Et donc voilà, mais c'est finalement quelque chose qui représente assez le polar. Donc pour lancer un peu cette soirée, j'avais pas préparé une liste de questions, mais presque. Je vais vous demander à tous les trois, alors deux choses un peu différentes, mais déjà, comment vous êtes entrés, même s'il y a une partie des réponses ici dans ce formidable livret que j'ai oublié à la librairie, donc j'en ai plein à la librairie pour ceux que ça intéresse. Comment vous êtes entrés dans La Série Noire, par quelle lecture, quel est votre premier souvenir de lecture lié à La Série Noire, lié à la collection? On commence avec vous, si vous voulez bien. Alors moi, j'ai lu du polar très tard et j'ai commencé par lire des Français. Donc mes premières lectures vraiment de polar... Enfin bon, non, j'avais déjà lu Simenon, etc. Mais pour La Série Noire, j'ai vraiment commencé avec... Jean-Bernard Puy, Thierry Jonquet, Tito Topin, enfin des choses comme ça. Donc des gens qui avaient écrit à partir des années 80, en gros. Voilà.
et que j'ai découvert une quinzaine d'années plus tard. En fait, j'ai quasiment découvert la série noire en écrivant pour la série noire. Donc, puisque je crois que ma première série noire, c'est en 98, il me semble. Et j'avais écrit des romans, mais qui n'étaient pas des polars, qui n'étaient pas des romans de genre. Et puis, j'avais été embarquée dans une aventure du Poulpe, voilà, par Jean-Bernard Puy, justement. Donc, et donc, c'est avec tous ces auteurs qui ont commencé le Poulpe que j'ai vraiment découvert la série noire et le polar en même temps, en fait. Voilà. Et comment, parce qu'effectivement, vous étiez déjà une autrice publiée, comment vous avez fait, vous, après le Poulpe, qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer à une série noire? Et est-ce qu'il y a, ça va être une question qui s'adresse à tous les trois aussi, mais est-ce qu'il y a une sorte de recette série noire ou de quelque chose qui fait que là, tout d'un coup, ce roman devient un roman noir ou un roman policier, un roman de genre, contrairement à vos autres écrits? Est-ce que c'était un projet? Est-ce qu'on vous a d'abord sollicité, vous êtes pris goût au jeu? Est-ce que vous aviez une idée que vous ne pouviez exploiter que de cette manière-là? Comment ça s'est passé un peu cette entrée dans le noir, entre guillemets? C'est-à-dire, on m'a demandé d'écrire du noir, non pas pour la série noire, mais pour le Poulpe. Donc, j'ai dit non, parce que moi, je lisais pas de polar, donc je me sentais pas du tout autorisée à écrire des polars. Et finalement, comme c'était Jean-Bernard Puy qui le demandait et qui s'est très très bien demandé, et qui sait surtout très très bien obtenir, je me suis dit je vais y aller, donc je vais faire ce qu'il me dit. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à le faire parce que ce que j'ai savouré surtout dans cet exercice-là, donc il n'était pas la série noire, c'était de mêler le noir, le social et l'humour. Et j'ai trouvé ça formidable. Ça correspondait à des choses que j'avais déjà faites parce que j'ai fait du café-théâtre, etc. De pouvoir mêler donc à la fois l'air du temps, à la fois des choses sombres, parce que mes romans n'étaient pas forcément des romans roses, et puis cette espèce d'énergie qui est apportée par l'humour et qui est apportée par la tension du roman noir. Parce que dans un roman noir, il y a toujours cette tension de quelque chose qui fait tourner les pages vite et qui fait écrire vite. Et donc, évidemment, après le Poulpe, j'ai eu envie de continuer. Et donc, ça a été la série noire. Et puis, donc, j'ai lu des séries noires. Et donc, je suis rentrée dans ce... tout s'est passé en même temps pour moi. Ça n'a pas été... comme ça, j'ai pris des livres dans la bibliothèque de mon grand-oncle quand j'étais toute petite et tout ça. Non, pas je connais pas ça. Voilà. C'est une belle entrée quand même. Stéphanie, Sébastien, lequel veut... Alors, moi, la série noire, ça a été la première fois. Moi, je lisais les auteurs américains, John Fante, Richard Brotigan. Ça faisait très bien de se balader au lycée avec ça sous le bras. Mais j'ai commencé à lire parce que je les avais sous le bras. Et la série noire, le roman policier, je faisais encore partie de ces gens qui trouvaient que c'était un peu de la... ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et voilà, moi je lisais les New-Yorkais, je lisais Paul Auster, je lisais John Fante. Et un jour, on avait un très joli Virgin Megastore à une époque ici qui avait une super librairie. Et je tombe sur une série noire, Fausse balle, Paul Benjamin. Et je me dis, je vais essayer. Voilà. Et ce que je redoutais... Tu savais ou tu non, savais je pas? ne savais pas. Et je redoutais, pour moi, la série noire, c'était les détectives privés, c'était les blondes pulpeuses. Je préférais les regarder en film que les lire. Et quand j'ai lu ce bouquin, c'est le truc de détective privé, de blonde, ça ne m'a pas intéressé plus que ça. Et puis, en fait, quelques temps plus tard, donc j'ai laissé tomber le bouquin en question. Quelques temps plus tard, j'étais chez un copain qui était en train de parler de Jean-Patrick Manchette, j'en avais jamais entendu parler. C'était posé sur la table du salon. Donc là, j'ai pris le bouquin, c'était la position du terreur couché, j'ai lu, et là, j'ai dit, d'accord. Et ça a commencé comme ça. J'ai eu très vite entre les mains, on en revient à Jean-Bernard Puy, L'homme à l'oreille croquée. Et puis, nous avons brûlé le Sainte. En fait, j'ai commencé la série noire, effectivement, avec JB, avec Jean-Bernard Puy, qui, effectivement, à l'époque, sortait le Poulpe. Alors moi, je voulais écrire, je voulais être publié depuis très longtemps. Donc évidemment, j'ai écrit
baleine pour essayer de rentrer dans la collection, mais j'avais rien à fournir à part je voudrais venir écrire chez vous. Donc voilà la série noire. Et puis très rapidement, quand j'écrivais une histoire, je faisais une fausse couverture de série noire avec mon nom. J'imaginais mon nom sur la couverture avec un titre à la con, mais mon nom et puis NRF marqué en bas. Voilà. Donc c'est bien parce que je crois qu'une de mes premières lettres de refus, elle vient de chez Gallimard. Donc, Pour l'exemple, hein, t'es content? oui, je suis très content. Voilà. Enfin, c'est comme ça. Il y a le petit sigle Gallimard, il y a son nom, c'est vraiment lui. Là, je pense que si tu as fait écrire ça à une IA, tu es vraiment tordu quand même. Voilà, ok. Et pour l'anecdote, vous savez qui est Paul Benjamin? Et donc Paul Benjamin, il s'est avéré quelques années plus tard, j'ai découvert quelques années plus tard que c'était le pseudonyme de Paul Auster. Voilà. Et qu'effectivement, il avait écrit ce roman qui n'est pas très bon, sous pseudonyme et publié par Patrick Rénal. Ouais, les auteurs sont cet auteur est hyper snob. On dit que les auteurs de polar sont sympas, mais pas tous. Chantal, oui, mais Gendron, non. Moi, je lisais pas du tout. Enfin, je lisais pas du tout de genre. Enfin, dans le sens où je lisais, mais je lisais des livres et je me préoccupais pas du tout de savoir si c'était du polar, de la science-fiction, autre chose. Voilà, il y avait les livres que j'aimais et ceux que j'aimais pas. Et puis à la fac. Il y a eu un moment où il fallait faire un mémoire, peut-être en maîtrise à l'époque, et je cherchais un sujet et je ne sais plus comment, je me suis retrouvée à travailler sur Hamet, je crois. Voilà, et en fait ça a commencé comme ça. Avec Dashiell Hamet? Ouais, et assez tardivement en fait. Après, je me suis rendu compte que j'avais lu plein de polars, mais pas spécifiquement. Mais c'est pareil. Moi, il y avait pas. Si, il y avait des San Antonio dans la. Mon père était médecin et du coup, il y avait des San Antonio un peu à la cave, mais plutôt dans des cartons un peu planqués. Hein. Mais sinon, il n'y avait pas de bibliothèque de la série noire chez moi non plus. C'était pas. Voilà. Je suis tombée dedans tardivement. Je devais avoir 25 ans, je pense. Ouais, enfin, c'est Tarto, quoi. Bah, oui, mais bon. Et donc justement, en entrant là comme ça, moi je crois que je suis jamais rentré. C'est toujours à la cave, la série noire, ou pas du tout? Non, alors la série noire a été à la cave, en fait, qui n'est pas vraiment une cave, parce que tout le monde s'imagine un truc horrible où il fait noir et tout ça. Pas du tout. En fait, c'était un magnifique bureau tout en pierre avec des grandes bibliothèques qui avaient toute la collection de séries noires, qui est une sorte d'entresol qui donne avec des grandes fenêtres qui éclairent très bien la pièce, qui donne certes sur la cour pavée de l'hôtel particulier dans lequel la maison Gallimard est installée. Donc c'est très lumineux. Le bureau est très grand et très agréable, mais mon prédécesseur trouvait que symboliquement, ce n'était pas très classe. Et donc, il a demandé à être changé de bureau. Donc, il est parti assez peu de temps après avoir obtenu gain de cause. Et donc, j'ai un bureau au 3e étage avec un œil de bœuf et je suis obligée de mettre la lumière du 1er janvier au 31 décembre, qu'il fasse beau, qu'il pleuve. En fait, je me transforme gentiment en endive. C'est un hommage à la série Blême ou... Ça pourrait être un hommage à la série Blême, en effet. Justement, je parlais de la série Blême, je vais rebondir comme ça. Dans la... Alors, c'est une question à tous les trois, parce que on va dire que, je vais le redire, cette collection a un poids. Est-ce que déjà... Alors, je suppose, Stéphanie, oui, quand on entre à la série noire, quand on prend la direction de la série noire, donc ça fait combien de temps maintenant? 8 ans? Comment on fait? Alors déjà, est-ce qu'on sait qu'on se frotte à un mythe? Est-ce que c'est un mythe? Et qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit oula, ça va être moi la locomotive du mythe? Alors je me dis pas du tout ça comme ça. Mais alors à aucun moment, c'est-à-dire que Aurélien Masson, qui a donc fondé une autre collection en 2017, a donc laissé sa place comme directeur de collection. Je ne me suis pas du tout dit à ce moment-là que je pouvais postuler. Vraiment, ça ne m'a pas du tout effleuré, mais vraiment tout à fait sincèrement. Et puis, quand même, je ne sais pas, il y a un ou deux copains qui m'ont dit « Mais pourquoi tu
pourquoi tu t'envoies pas un CV? Et puis, en réfléchissant un peu, c'est vrai que je connaissais tous les auteurs. Je connaissais Chantal parce qu'on avait travaillé ensemble. On avait fait connaissance. Comme ça? Non, peut-être pas. Oui, voilà, parce qu'en fait, Jean-Bernard Pouy, on revient toujours à Jean-Bernard Pouy parce que c'est aussi, tout est de sa faute. Jean-Bernard avait monté à un moment quand la série noire, donc la série noire c'est une collection qui a été fondée en 1945, qui est une collection de poche, qui a une maquette extrêmement reconnaissable, en tout cas pendant très longues années, parce qu'en fait c'est la maquette de couverture, c'est une couverture qui est noire avec de la typo, pas d'image pendant très longtemps, ça a changé après mais pas d'image, et il y a eu un certain nombre d'exemplaires qui sont cartonnés avec une bande noire et une bande jaune, et par-dessus il y a une jaquette noire et blanche, d'ailleurs elle n'est pas jaune la jaquette, et ce livre est très reconnaissable dans n'importe quelle brocante où vous allez, vous les voyez à 150 mètres, enfin, si vous avez des bonnes vues, mais sinon plutôt à 20 mètres, en tout cas on les reconnaît tout de suite. Donc c'est vraiment une collection qui marque d'entrée de jeu, et c'est une collection qui est tout de suite liée au cinéma. Voilà. C'est-à-dire que les premiers romans qui sont publiés dans la série noire, c'est Peter Cheney, c'est James Hadley Chase. Alors on dit que c'est une collection d'auteurs américains, mais en fait ces deux-là sont des Anglais qui écrivent à la manière des Américains. Voilà, c'est Chandler, c'est Dashiell Hammett, c'est assez vite David Goodis, qui était lui dans la série Blême. Enfin, voilà, il y a plein d'auteurs dont les romans ont déjà, avant-guerre, été, ou pendant la guerre, mais en tout cas été adaptés par le cinéma américain. Donc quand ça arrive en France, après la guerre, avec tout cet appétit du lectorat, enfin des spectateurs, des lecteurs, enfin des gens pour la culture américaine, il y a cette espèce de fusion incroyable entre d'un côté des romans qui sont des romans très populaires, et puis de l'autre côté le cinéma qui vient en rajouter une couche, et ça dure pendant un certain nombre d'années, puisque dans les années 50, le relais est pris par les Français et par les histoires de gangsters. Donc c'est Simonin, c'est Le Breton, c'est des histoires de gangsters avec de l'argot, c'est toujours assez violent, il y a des règlements de compte. En effet, tu as raison, il y a des détectives et des femmes fatales blondes plutôt, quoique quand elles sont vraiment vénéneuses, elles sont plutôt brunes. Voilà, les blondes sont plutôt écervelées, hein, bon, et tous les clichés sont là. Mais il y a une langue aussi qui est une langue très... on a beaucoup reproché à Marcel Duhamel et à son équipe d'avoir fait des traductions très, parfois un petit peu olé olé, qui remettaient un peu d'argot là-dedans. Donc il y a une langue particulière. Il y a le cinéma qui vient, parce que touchez pas au Grisby, parce que, je sais pas, aidez-moi. Pour les Français, il y a effectivement, après c'est un peu plus tard, mais il y a toutes les adaptations, tant pis j'en parle, les adaptations d'ADG, qui sont quelques messieurs trop tranquilles, tout ça. Il y a quand même ce truc-là. Il y a... Il y a le Hotu, il y a tous les Hotu, en fait, c'est tous les cycles avec on les connaît par cœur, c'est Ventura, ils sont formidables, on les regarde tous dès qu'ils repassent à la télé. Il y a même le gorille, en fait. Le gorille avec... le gorille, c'est dans la série noire, initialement. Et le gorille, mais ça n'est que dans la série noire. Il n'y a pas eu des réexploitations après, non? J'enlève l'initialement. Eddie Constantine, Ventura, Gabin... tous ces films formidables. Donc c'est vrai que c'est quand même une collection qui marque... voilà, pour ça, plus que d'autres, quoi. Et puis, il y a aussi des cinéastes français qui s'emparent. La nouvelle vague, à fond. Ouais, de Goodis en particulier. Alors, pas que la nouvelle vague, mais sur le coup, Goodis, j'ai l'impression qu'il a 40 adaptations françaises pour une américaine, quoi. Enfin, je sais même pas si ça c'est... Je suis pas le plus cinéphile d'entre nous. Ouais. Je connais peu... Enfin, je sais a priori qu'il y a des adaptations de Goodis américaines, mais j'en connais peu. Oui, de toute façon, c'est tiré sur le pianiste. Même Rue Barbare. J'ai l'impression que Goodis, il a été adapté presque à chaque... Il me semble qu'à La Nuit tombe, peut-être, il y a une adaptation américaine. Mais je ne suis pas une grande spécialiste du cinéma noir. Mais après, même dans la série Blême, parce qu'on en parlait, on a des auteurs un peu oubliés, c'est là où on se rend compte de leur importance, mais il y a William Irish. Et William Irish, il y a quand même 2 adaptations par au moins une de Hitchcock. Enfin, c'est aussi il y a Fenêtre sur cour.
Et c'est quand même. Alors, il me semble qu'il y a des Il y a adaptations. La Mariée, enfin, il y a Oui. tous ces films-là, Là, Jeanne et- Moreau. Ouais, La Mariée était en noir, c'est William Irish. Et donc, effectivement, on peut estimer que La ça Sirène marque. du Mississippi, pardon, enfin, ça vient au fur et à mesure. Oui, c'est français aussi, ça. Ouais, ouais. Et puis après, il y a la génération, effectivement, Manchette, Vautrin, qui sont. Manchette, il est adapté dans tous les sens, quand même. Alors, Ouais. bien, mal, je ne sais pas, mais il est Oui, adapté. Sans là, compter sa propre, ce qu'il écrit lui-même pour enfin, j'allais dire pour le cinéma, non pour Alain Delon. Ouais. Mais, et donc, justement, bon, puisque c'était pas un mythe, mais quand on a tout ça en face, moi, je trouve que. Alors, je vais encore faire un compliment, hein, je suis désolé. Ça fait toujours du bien. Ouais. Donc, l'arrivée à la série noire, enfin, je sais pas, moi, je me pose la question depuis longtemps, justement parce que, je dis très vite le truc qui fâche, c'est un catalogue tellement énorme qu'il y a une partie des auteurs qui sont pas toujours exploités en même temps. Voilà, bref. Et effectivement, moi, je trouve que l'idée de génie de ces dernières années, sans compter les auteurs vivants, présents, qui sont édités, c'est quand même une bonne nouvelle aussi, c'est de reprendre en classique, c'est des retraductions complètes, de fait. Pas toutes, ok. Alors, les grands titres, je fais retraduire certains grands titres. Donc là, David Goodis et aussi il y a 2 de Chandler. Et le prochain, ce sera un James Letchase. Et sinon, comme j'essaye de remettre aussi sur le devant de la scène un peu des auteurs français, donc ceux-là, théoriquement, je n'ai pas besoin de les faire retraduire. Et puis sinon, il y a quelques... Voilà, on fait réviser, au moins on fait réviser les traductions. Voilà. Mais... Ok. Donc en fait, là, on va retrouver ce qui pour moi est aussi la double richesse de la série noire, c'est-à-dire un catalogue immense, avec en même temps l'idée de garder un dynamisme constant, cohérent. Et donc, alors, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais le choix de ressortir, comment on ressort ces classiques-là, comment ce choix il s'impose, comment il se fait, est-ce que tu relis tout ou... J'aurais tendance à croire que oui, mais pas tout. Non, mais en fait, quand j'arrive à la série noire, donc je le fais sans y penser vraiment. On va dire mon point fort par rapport à d'autres personnes qui avaient candidaté certainement, c'est que je connaissais tous les auteurs français qui publiaient dans cette collection, parce que pour plein de raisons, donc soit parce qu'il y avait d'autres projets auxquels j'avais participé, donc Chantal, donc j'y reviens à Chantal, parce qu'elle a écrit avec Jean Bernard, qui a lancé à une époque une petite collection qui reprenait le code graphique de la série noire, et cette collection s'appelait Suite Noire. Suite Noire, merci. Oui. Et Chantal a écrit un pastiche le titre était Tiré sur le caviste, pour tirer sur le pianiste. Voilà, d'ailleurs, qui a été adapté à la télé avec Jean-Bernard Pouy dans le casting. Petit rôle quand même. Petit rôle. Nils Arestrup en rôle principal. Mais Nils Arestrup en rôle principal. Voilà, donc je connaissais, j'avais rencontré Chantal, j'avais rencontré Marc Villard. En tout cas, j'avais rencontré un certain nombre. En fait, JB Pouy a toujours adoré de faire avoir des contraintes pour créer. En l'occurrence, donc pour cette collection, il fallait reprendre un titre et détourner un titre de série noire. Et ça ne pouvait être que des auteurs qui avaient déjà écrit une série noire. Donc ça m'a permis de rencontrer les auteurs de cette collection. Et puis je me suis aussi occupée du Poulpe pendant une époque, où donc Sébastien a enfin pu publier le Poulpe qu'il n'avait pas publié à la première époque du Poulpe. Et là aussi, j'ai rencontré ou travaillé avec des auteurs qui étaient, pour certains des auteurs, pas que, mais pour certains des auteurs de la série noire. Donc finalement, il y a 7 ans, 8 ans, quand mon prédécesseur est parti, je connaissais tout le monde. Et mon projet en arrivant, c'était à la fois de permettre à des auteurs qui étaient là depuis très longtemps, notamment Chantal, de continuer à publier dans cette collection et aussi de continuer à faire vivre le fond, parce que c'est les racines de cette collection. Et voilà, et si on coupe les racines, d'un
effectivement. Et pour essayer de faire parler un peu nos auteurs, on dirait qu'il y a... Enfin, j'ai décidé. Et je trouve que dans la série noire, alors on peut, parfois ça dépend comment on le voit, on peut estimer que c'est un peu l'auberge espagnole, mais en tout cas, il y a un certain nombre de courants, je dirais. Des choses très brinzingues, très drôles, des choses extrêmement noires, des choses extrêmement inclassables, mais dont on se demande où elles auraient pu être ailleurs. Et l'un ou l'autre par rapport à ces courants-là dans la série noire, sachant qu'effectivement, il y a quand même une place assez forte des auteurs français. C'est quand même aussi il y a des voix françaises depuis longtemps, alors c'est rappelé là, mais depuis dès les premières signatures, alors avec des pseudos, hein, et vous vous situeriez l'un et l'autre dans, si vous situez dans l'une d'entre elles, dans quelle tradition de cette série noire? Plutôt le noir social, plutôt le drôle, plutôt un peu tout ça, et qui est-ce que vous êtes content d'avoir retrouvé finalement comme voisin de collection? Est-ce que, à part Jean-Bernard Fouy, j'ai compris. Mais est-ce que quand vous êtes entré dans cette collection, quand vous y êtes encore, vous dites ouais, c'est quand même chouette, je suis édité là avec ça, et je trouve que c'est bien de faire qu'on fasse un petit chemin éditorial ensemble. C'est-à-dire que donc, les choses ont beaucoup bougé pour moi, parce que comme je crois que la première fois c'était en 98, donc il y a 27 ans, donc et puis il y a eu des moments où j'ai pas publié en série noire, où j'ai publié d'autres romans, etc. Donc ça a bougé avec le temps. Ma première série noire mettait en scène un inspecteur qui n'avait pas seul le rôle principal, parce qu'il y avait une femme qui menait une enquête, la sœur de la victime qui menait l'enquête parallèlement. Et finalement, bon, ce qui s'est passé avec cette première série noire, c'est que je suis vraiment tombée en amour avec le personnage de l'inspecteur. Et donc, du coup, j'ai écrit 4 livres qui étaient consacrés à cet inspecteur, qui s'appelait Maurice, More is Less, Maurice Less, enfin bon. Hein. Et donc, c'est ça qui... Et dans cette... comment on dit ça? Quadrilogie? Non? Comment? Je sais pas. Enfin, bon. Ce qui m'a intéressé, c'était effectivement ce que je disais tout à l'heure, donc de mêler le noir et le rire, et puis surtout aussi de m'amuser avec les codes des relations entre les hommes et les femmes, quand même, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire, enfin, me semblait-il. Parce que, par exemple, quand on m'a proposé un poulpe au départ, donc moi qui ne connaissais pas le polar, et on me dit, voilà, il y a le poulpe, donc Gabriel, qui a des grands bras et qui fait tout bien, etc. Et puis, il a une fiancée qui collectionne les peluches et qui est coiffeuse. Donc, effectivement, et moi, on me demandait de faire mener une enquête à la coiffeuse collectionneuse de peluches, Cheryl, bon, qui avait quand même du tempérament, hein, attention. Et donc, effectivement, c'était les codes que moi, je ne connaissais pas. Et ça m'a quand même beaucoup saisi. Moi, on n'a pas vu une peluche, on l'a jamais vue dans son salon de coiffure. Mais après, quand j'ai écrit du noir, ça, quand j'ai commencé à lire des polars, ça m'a toujours époustouflé. Même quand on a vu ce très beau film tout à l'heure, j'étais sidérée de voir toutes ces femmes complètement happées pour aller l'embrasser comme ça. Enfin bon, alors je ne trouvais pas pourtant qu'il avait un charisme absolu, mais enfin bon, il se tenait encore plutôt bien. Mais quand je lisais des polars et que je voyais ces hommes démolis par l'alcool, par les abus de toutes sortes, qui étaient là et qui plaisait tellement aux femmes, je n'en revenais pas. Et ça, à la fois, ça m'amusait. Bon, et comme moi, bon, c'est vrai que je viens en partie du café-théâtre aussi, etc. Je me suis beaucoup amusée. Et donc, ma deuxième série noire, ça a été de reprendre cet inspecteur avec qui j'étais tombée en amour et de le faire tomber amoureux, mais vraiment très, très amoureux, d'une vieille moche. Et en fait... ça a très bien fonctionné parce qu'en même temps, c'était un livre particulièrement noir. Et je ne comprends pas comment c'est possible. Bon, alors donc Sébastien connaît ça largement mieux que moi, mais comment c'est possible de faire rire avec des choses terribles, je veux dire. Et voilà. Donc, alors j'ai eu quand même
ces 4 volumes avec cet inspecteur, donc ça a été très important pour moi. J'ai aussi publié un recueil de nouvelles à la Série Noire, ce qui est assez rare. Et là, c'était vraiment des nouvelles très noires. Et je veux dire, j'ai écrit beaucoup de nouvelles pendant des années. Et je trouve que c'est... Bon, on parlait de Fanté tout à l'heure, et de Carver, et de plein de gens qui ne sont pas forcément dans la série noire. Mais je veux dire, le principe de la nouvelle va tellement bien au noir aussi. Enfin, je trouve que c'est vraiment comme des gravures. Quand on a une expo, qu'on voit une rétrospective d'un artiste, comme ça, il y a ces tableaux, etc. Et puis il y a le coin des gravures qui peuvent être absolument splendides, qui sont vraiment d'une rigueur, d'une précision. Voilà. Et puis, à un moment, bon, je n'ai pas publié à la Série Noire pendant longtemps parce que je publiais d'autres choses. Et quand je suis revenue, c'est vrai que je suis partie complètement ailleurs, vers une dystopie où j'ai mis en scène une dictature alimentaire avec la société de contrôle, etc., avec des permis de table à points, comme le permis de conduire, enfin, etc. Donc, si on avait du cholestérol, on ne pouvait pas manger telle chose. Enfin, bon, ça se passait dans les années 2040. Donc, effectivement, là, tout d'un coup, c'était possible, même en série noire, comme vous disiez, cette diversité, de passer de romans qui étaient plutôt quand même sur fond social, mais avec humour, etc., de passer à une sorte de, pas vraiment de science-fiction, mais enfin de choses où on se place dans le futur, malgré tout, pour inventer des dystopies et en même temps rire. Enfin, tout ça étant possible. Et donc, ce que j'ai vu autour de moi pendant tout ce temps-là, c'est justement toute cette diversité qui offrait la possibilité de rassembler dans ses propres écrits des choses, des fils tellement variés. Parce que, bon, c'est vrai que je pense que Péchereau, il a publié il y a plus longtemps que moi, mais bon, qui continue à publier, je veux dire, qui est... enfin, je sais pas, cette espèce d'humanisme très, enfin, je veux dire, qui est très très prenant, enfin, que j'aime beaucoup. Et bon, Puy, bon, on va pas reparler de Puy, ça on a compris. Mais et puis maintenant de lire Sébastien, bon, qui lui arrive à mettre une tension parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va inventer la page d'après. On est passé du qui a tué à qu'est-ce qu'il va faire, mais en même temps avec des noirceurs absolues, avec du politiquement incorrect absolu, etc. Mais ça motive aussi, de toute façon, forcément. Et en même temps, bon, il y a Caril qui se promène dans le monde entier, Marin qui a guetté longtemps les noirceurs des grands groupes, etc. Enfin, moi, je trouve que tous ces compagnonnages, c'est toujours revigorant parce qu'on a l'impression de se dire que tout est possible, quoi, dans une collection. Voilà. Ouais, enfin, le sentiment de liberté, moi, comme lecteur, je le ressens. Hein, enfin, les libertés que vous prenez, entre guillemets. Mais c'est assez réussi, en tout cas. Sébastien, tu te mettrais où, toi ? Moi, je sais que merci Chantal. Le bouquin je crois que le bouquin qui m'a fait comprendre ce que c'était que le noir et par extension la série noire, c'est un bouquin de la série noire, c'est La foire aux serpents d'Harry Cruse, où il y a à peu près, pour moi, tout ce que je vais aimer en fait plus tard dans l'écriture noire, c'est-à-dire un truc qui raconte pas grand-chose, sinon effectivement une espèce de grande chasse aux serpents. Je ne sais plus exactement dans quel état du sud des États-Unis. C'est en Géorgie. C'est en Géorgie, voilà, dans lequel en fait il y a une espèce de tension qui monte pendant à peu près 200 pages. Il ne se passe rien d'autre d'extraordinaire, sinon une tension qui monte jusqu'à une explosion tout d'un coup. Et en fait, en tout cas, moi, c'est les souvenirs de lecteur que j'ai eu à ce moment-là. Et c'est vrai que après, quand on a lu les bouquins de Manchette, quand on lit du Harry Cruse, quand on lit un truc qui s'appelle La baleine scandaleuse de John Tirian, qui est l'histoire d'une baleine échouée sur une plage de Californie, devant laquelle viennent se recueillir tout un tas de gens
Il se passe quand même pareil, pas des choses. Enfin, il n'y a pas des gens qui se tirent dessus. Il n'y a pas de vol de banque. Il y a une blonde platine avec son mec. Oui, oui. Mais la tension, on va dire policière, est pas forcément. En fait, en gros, il y a une. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être dans le genre pour être quelque part. Mais aussi de pouvoir raconter les trucs qui me font marrer et les trucs que j'ai pas envie de regarder réellement en France, donc je préfère en rigoler. Et c'est vrai que il y avait la place pour ça aussi. En ayant lu, évidemment, on en revient toujours à JB, c'est un peu pénible, mais finalement, dans le paysage du polar, j'avais lu moi aussi San Antonio, mais c'est vrai que quand on rencontre quand on apprend l'histoire de France avec Deninx, ou avec Jonquier, l'histoire du XXe siècle avec ces gens-là, quand on apprend les luttes ouvrières en France avec la série noire, enfin, le paysage de ce qu'on est, le catalogue des choses qu'on va pouvoir dire paraît sans limite. Et c'est vrai que moi, quand j'arrive avec mon premier roman, mon premier manuscrit de la série noire à Stéphanie, où je me suis hyper appliqué, où j'ai fait un truc, je me suis mis une pression de dingue, j'ai écrit un truc noir en pensant au catalogue, en disant faut arrêter tes conneries, là, arrête de raconter des trucs drôles, t'es dans la série noire. Je fais un truc hyper sérieux, je lui donne, elle me dit non, il n'est pas prêt ce livre encore, mais par contre la date de programmation, elle existe toujours. Tu peux me faire un truc mieux, un autre? Et j'arrive avec des histoires de requins. Et là, je reprends ma veine de trucs, de ma vision un peu du monde décadent. Et je fais fin de siècle. Et voilà. Et en fait, il y a la place pour fin de siècle. Et puis après, derrière, il y a la place pour les autres. Et il y a la place pour les animaux. En fait, c'est un truc sans limite. La série noire. Enfin, en fait, c'est assez marrant parce que c'est une boîte qui définit un genre. On a l'impression que le cadre est extrêmement bien posé. Or, en fait, non, c'est que ça reste quand même un sacré foutoir dans lequel on peut venir piocher. Enfin, on peut venir proposer, je ne dirais pas ce qu'on veut, mais en tout cas, moi, j'y ai ma place et ça rassure l'auteur en moi que j'ai toujours voulu, que j'ai toujours défendu. Et ça rassure aussi ce que je continue à avoir envie de raconter comme histoire, en sachant qu'a priori, je ne sais pas raconter autre chose. Oui, enfin, avec un animal, tout passe. Hein. Il y a des chatons mignons, tout ça, pardon. Et justement, pour continuer à parler des collections et des collections différentes, parce que là, on parle de la série noire comme une espèce d'entité, c'est vrai qu'il y a quand même quelques marqueurs. Dans vos autres idées de génie, il y a quand même l'idée d'être revenu à la noire aussi. Nouvelle tête de la noire. Est-ce que la question, là, c'est du côté de l'édition, de l'éditeur, l'éditrice, qu'on prend le choix entre série noire ou la noire? Est-ce que c'est l'auteur qui dit « Ah, mais j'aime bien cette maquette, moi ». Est-ce que c'est... Moi, c'est moi qui décide de tout. Et c'est voilà, puis il y a écrit NRF dessus, bien visible. Voilà. Mais comment est-ce que ces arbitrages-là, entre la noire et la série noire, qui sont quand même, effectivement, à mon goût aussi, hein, mais vous l'aurez compris, je suis assez zélateur, des champs sans limite d'expérimentation à partir d'effectivement d'un moment de tension, on va dire. Comment le choix éditorial il se fait entre les deux et quel est le point de, j'allais dire, de détail ou qu'est-ce qui fait la bascule? C'est un ton, c'est une structure, c'est une déstructure, c'est. Bon, alors il n'y a pas, en fait, on va dire que il n'y a pas de rigueur scientifique à ça, mais il y a donc la série noire dans laquelle je publie une quinzaine de titres et j'essaye de faire en sorte qu'il y ait moitié d'étrangers, moitié de français. Et puis la noire, on en fait entre le max qu'on ait pu faire, c'est 5 une année, mais généralement c'est plutôt 3-4. En tout cas, je sais que les libraires généralement qui nous accusent de publier beaucoup trop, et parfois à juste titre, ils ont aussi un impératif qui est que quand les gens viennent chez eux et qui veulent lire un polar, en fait, il y a une attente du lecteur qui est très forte pour le polar.
ce qu'on appelle un horizon d'attente en littérature, c'est-à-dire que vous voulez lire un polar, vous ne voulez pas lire autre chose, donc vous voulez lire une histoire avec une enquête, même si l'enquête est un peu flottante, tout ça, et que c'est un prétexte à parler d'autre chose, mais néanmoins, il y a une envie particulière. Donc l'idée, c'était aussi de dire, bon, bah voilà, dans la série noire, le libraire, il n'aura pas forcément le temps de lire toutes les séries noires que je publie, mais en tout cas, dans la série noire, il peut à peu près assurer le lecteur qui vient le voir en lui disant, je voudrais un polar pour ce week-end ou pour mes vacances, que dans cette collection, là, il y aura normalement ce qui répond à l'attente d'un lecteur, d'un lecteur de polar. Et donc la noire, quand même, parce que moi aussi, ce que j'aime, ce que je peux aimer particulièrement dans le polar, ou en tout cas dans la série noire, c'est tous ces titres qui échappent complètement aux policiers, pour le dire vite, et donc qui permet beaucoup plus de liberté dans le sens où il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas forcément de... Voilà, il y a des meurtres, mais ça c'est assez simple, puis il y en a un peu partout maintenant. Donc, bon. Mais en tout cas, il n'y a pas les contraintes du genre qui sont très fortes pour le genre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est pas. On pourrait toujours venir trouver un contre-exemple et me dire, ah bah là, il y a quand même un peu une enquête. On a publié un roman formidable d'un auteur suisse-allemand, Kallmann. Il y a vaguement une enquête. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre en série noire. Voilà, ça se discute. Alors, rien n'est complètement intangible. Pour Gendron, c'est simple. C'est vrai que de toute façon, non, mais c'est une critique. Non, mais il n'y a pas un. Il y a un policier. Non, il y a des morts, ça c'est sûr. Il n'y a pas de policier, ou alors vraiment il s'est égaré quelque part et il ne fait pas exprès d'être là. Il était mal garé. Et c'est pas du tout rigoureux, pas du tout. Voilà. Donc c'est sûr que quelqu'un qui rentre dans une librairie, qui demande à Olivier un polar pour le week-end, si Olivier se dit je vais lui filer le Gendron, il y a des chances pour qu'il se dise que ça ne correspond pas à ce qu'il voulait. Pas qu'il soit déçu, mais ça ne correspondait pas à ce qu'il avait envie de lire. Forcément. S'il veut une enquête, tout ça. Je les oblige. Après, si tu es un bon libraire, tu dis non, laisse tomber l'enquête, on va plutôt aller vers un truc qui n'a rien à voir. Mais Chantal, qui est en série noire, enfin, jusqu'à maintenant. Il y a un scoop. Tintin. En fait, c'est vrai que dans les deux romans qui sont les deux derniers romans, oui, tu as une enquêtrice, mais tu as une enquêtrice, mais c'est très drôle aussi, c'est quand même bien barré, tout en parlant de problématiques tout à fait angoissantes qui sont le contrôle, les contrôles qu'exerce le pouvoir sur nous, sur ce qu'on mange, sur la façon dont on se soigne, la façon, je sais pas, où est-ce qu'on va, parce qu'on le sait avec nos téléphones. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt ce qu'on mange, l'état de santé. C'est pas des policiers, c'est des contrôleurs, en fait. Voilà. Bon. Mais chez Gendron, alors Chantal, elle est encore un peu mieux rangée dans sa tête, mais Gendron qui ne l'est pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est une critique sociale terrible. Et le dernier en date, là, Python, c'est pas seulement des histoires d'animaux, c'est quand même une réflexion sur la maternité, enfin, ou en tout cas, je sais pas, une réflexion sur la maternité qui est terrible. Très très dur. Une femme qui n'aime pas du tout son enfant. Et ça, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas son enfant. Puis un enfant qui est quand même pas... insupportable. Il est insupportable. Il y a des raisons, mais il y a plein d'enfants insupportables qui mériteraient de ne pas être aimés. Parce que s'il était mignon... Si je puis me permettre, c'est quand même le serpent qui se mord la queue, parce que c'est elle qui l'a élevé. Si c'est un petit con, il lui doit tout. Je sais pas. Et... Non, mais en fait, c'est pas si n'importe quoi que ça. On fait croire comme ça, mais je pense que ceux ou celles qui ont déjà lu, alors on a parlé quelques-uns, mais qui sont capables de lire un Christopher Moore, par exemple, ils vont trouver que Gendron, c'est extrêmement structuré. Hein. Oui, l'agneau, l'agneau de Christopher Moore, effectivement, laisse du champ. Ouais. Voilà. Non, à cause de Christopher Moore, dont je trouve que c'est à peu près le seul bouquin qui vaille la peine, mais oui. De lui ? Oui. Ouais. Mélancolikov aussi. Quand même. Ouais, quand même, le lézard lubrique, c'est cool quand même. Bref, allez, une petite... Si,
truc important, puisque c'est évoqué dans ce fameux truc que j'ai oublié, mais il y en a plein à la librairie. Justement, on a parlé beaucoup de Jean-Bernard Puy, donc qui est un homme qui est assez genré. On a parlé aussi, il y a quand même, statistiquement, une assez faible présence d'autrices dans le catalogue. Donc, il me semble qu'il y a des réflexions et des choix qui sont faits pour aussi montrer bientôt cette richesse-là. Et comment, avec justement un catalogue installé aussi grand, on réfléchit à cette idée de parité. Parce qu'effectivement, quand on a un James Hadley Chase ou un Carter Brown qui ont quoi, je sais pas combien, 80 romans, 150 romans chacun, ça prend beaucoup de place déjà. Mais c'est pas tous des chefs-d'œuvre non plus. Hein. Non, on est bien d'accord. Mais quelle réflexion, c'est d'actualité, mais quelle réflexion vous a amené là à réfléchir à cette parité et à aller chercher dans le catalogue les femmes qu'il y avait et donc là, c'est plus factuel. Comment ça va se traduire? Ça va bientôt se traduire, si j'ai bien compris. Les 80 ans, c'était les 80 ans. Il y a eu pour tous les 10 ans, en tout cas, on se casse la tête à se demander comment on va fêter l'anniversaire de la collection. Donc, il y a eu des cadavres exquis, il y a eu tout un tas d'entreprises formidables qui ont été menées à bien pour fêter la collection. Moi, j'arrive 80 ans, il y a déjà pas mal de trucs qui ont été faits quand même. Et les 70 ans, il y avait un très beau bouquin sur l'histoire de la collection qui est formidable, donc je n'avais pas en refaire un. C'est vrai que je me suis dit que peut-être je pouvais essayer de mettre un peu à l'honneur ou de remettre à l'honneur un certain nombre de femmes de la collection. Il y en a très peu, c'est vrai. Il y en a, je sais pas, il y a une centaine d'autrices, alors qu'il y a, je sais pas combien de bons hommes, peut-être 2000. Il y a 3000 titres. Non, peut-être pas 2000, mais en tout cas 1000, 1500. Enfin, moi, je les ai pas comptés. Mais il y a, en revanche, les autrices, oui. Donc, dans les rééditions là, de ce petit format semi-poche de réédition, cette année, en 2025, il n'y aura que des ouvrages de femmes. Voilà. Donc, elles ont souvent peu publié, c'est-à-dire souvent il y a un titre ou deux titres de ces autrices, mais là, en revanche, c'est que des chefs-d'œuvre, vraiment. Contrairement à Carter Brown, qui en écrit 150, avec des succès, des choses assez drôles, mais pas que. Voilà, donc là, on a 5 romans qui sont formidables. Évidemment, j'essaye de donner une place, en tout cas d'être beaucoup plus vigilante, mais pas seulement aux femmes. C'est-à-dire que on a aussi dans nos auteurs français, en fait, on a des auteurs français, mais peu d'auteurs francophones. Pas de Belges, pas de Suisses, pas d'Afrique francophone. Il y avait eu un Québécois qui s'appelait François Barcelo, qui avait publié un livre formidable qui s'appelait Cadavre. Oui. Non, mais alors, Rénal a fait ça avant moi, il y a bien avant moi, puisqu'il avait eu ses Chéris Noirs dont Chantal faisait partie. Et donc, il avait vraiment, lui aussi, fait entrer dans la collection un grand nombre de femmes. Il n'y en a pas beaucoup qui sont restées. Donc, j'ai cette volonté d'être plus attentive, mais après, il faut trouver des bons romans et en aucun cas, donc moi, il n'y a pas de parité possible. Enfin, je veux dire, la parité, elle sera là s'il y a. Mais quoi qu'il arrive, je publierai jamais un roman parce que c'est le roman d'une femme. Je publierai un roman parce que c'est un bon roman. Oui, ça me paraît cohérent, mais j'espère. Ici, petite question subsidiaire, mais qui est un peu touchy. Enfin, non, pas du tout. C'est chez Gallimard. Et moi, alors, j'ai un vieux fantasme, donc c'est très, très dissible, je vous rassure. Alors, comme c'est la maison Gallimard, même si je suppose que c'est plus hermétique qu'on ne le pense ou pas, parce qu'il y a un pléiade de romans gothiques, etc. Et est-ce que vous verriez d'un bon œil, de loin ou de près, une entrée en pléiade ou d'un auteur ou d'un roman noir américain ou d'un roman noir français? Et est-ce que ça vous... C'est pas que ce doit être une réalisation absolue, mais parce que pour moi, il y a la richesse des textes, la qualité des commentateurs. Il y a Sherlock Holmes qui vient d'être publié en pléiade. Ouais, enfin, un truc plus 20e quand même.
Est-ce Il faut être très est-ce mort. que Normalement, à part Vargas Llosa qui a fini par mourir, mais normalement, on est mort quand on est en Pléiade. Ah, bon. Mais il y a pas. Et ce serait une idée comme ça où le genre, s'il a besoin d'une reconnaissance, elle passerait pas par là et où on s'en fout. Il a le droit, c'est ça le droit. Mais moi, je me dis, un roman noir américain, j'aurais été content. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai quelques Pléiades à la maison. C'est généralement des. Je les ouvre pas. Elles sont dans la bibliothèque. J'en ai pas trop parce qu'en plus, j'aime pas tellement. Je trouve que c'est vraiment des bouquins très vieillots. Donc, pour moi, ce serait pas du tout un. Enfin, je militerais pas. Je peux militer pour rééditer des vieux titres. On a travaillé avec Quarto parce que ça, c'est chouette. C'est vraiment une très belle collection qui permet. Pour les enfin voilà, qui permet de rééditer plusieurs titres en même temps, alors que moi je suis obligée de faire un par un et il n'y a pas beaucoup de place sur les tables des libraires, donc quitte à prendre une place, autant prendre une grosse place en épaisseur. Voilà, Quarto le permet, donc ça c'est super. Et puis il y a un très bel appareil critique généralement dans les Quartos, et puis il y a vraiment, et puis ils font aussi un beau travail de révision des traductions. Donc moi, quand on fait un Burnett, quand on fait un McCoy avec la directrice de Quarto, je suis hyper contente et bien plus contente que si on m'annonçait qu'on va mettre d'Achille Hamet en Pléiade ou Chandler en Pléiade. En tout cas, moi, ce serait pas du tout. J'ai autre chose. Ça sera pas un combat. Et de toute façon, effectivement, ils sont chez Quarto. Moi, je verrais bien un Quarto Jonquet, un Quarto d'Enax, mais mieux que Pléiade, parce que voilà. Ouais. C'est vrai. Très bien. Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question, je dois dire. Non. Moi, j'aime bien les Pléiades, ouais, c'est cool, j'aime bien. Les snobs, je vous l'avais dit dès le début, ce mec est hyper snob. Bah, je veux bien être le snob de l'Assemblée, c'est pas un problème. J'assume. Mais sinon, non, j'ai. Ouais. Bah, sinon, oui, effectivement, là, c'est en train de s'enrichir pour, on va dire, pour le domaine policier, Quarto. Parce que là, il y en avait 6, 7 maintenant. Ouais, on fait des tandems un peu réguliers. Là. Après, c'est Boileau-Narcejac. Alors, il n'y a pas de Boileau-Narcejac en série noire, mais il y a un Boileau-Narcejac qui vient de sortir. Il y a un David Goudis qui est prévu, qui doit sortir dans pas si longtemps. Et puis voilà. Puis il y en aura sûrement d'autres. On réfléchit à James Hadley Chase, mais aussi à Jonquet. Voilà, mais ça dépend parfois de l'actualité, de l'état des droits, parce qu'on n'en a pas tellement parlé, parce que c'est un sujet un peu technique, mais en fait, il y a les éditeurs ont des droits ou pas sur les textes, et parfois les droits tombent dans le domaine public, donc c'est-à-dire que tout le monde peut publier l'auteur. Bon, après, il faut faire traduire, mais donc il y a tout un tas de jeux un peu techniques qui justifient ou pas de faire certains auteurs plus vite que d'autres.